Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Géozone. Ceux qui sont là depuis longtemps sur la chaîne savent, j'aime beaucoup la Russie. C'est simple, je ne peux même pas mettre toutes les miniatures de toutes les vidéos dans lesquelles je parle de la Russie. Et comme vous le savez, j'ai une série appelée 5 faits insolites en histoire-géographie. Donc j'ai décidé de mixer les 5 faits et la Russie, et paf! Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 5 histoires et anecdotes folles liées à la Russie. Puis dans la situation actuelle, il est toujours bon de rappeler qu'il y a une différence entre ce que pensent les Russes et les agissements du gouvernement avec la guerre en Ukraine. Donc s'il vous plaît, restez respectueux dans les commentaires. Entre oligarques, prise d'otages et football, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Comme ceux qui ont vu mes autres vidéos 5 faits insolites le savent, dans ce genre de vidéos, je parle souvent d'événements franchement pas très cool, voire un petit peu glauques, comme l'incendie de Kemerovo en 2018, dont je parle dans cet épisode de 5 faits insolites, si vous voulez y jeter un coup d'œil. Et là je me suis dit, autant commencer directement par ça, histoire de mettre une ambiance bien pesante tout de suite. Cette histoire débute le 1er septembre 2004, à Beslan, dans la République d'Ossétie du Nord-Alanie, dans le Caucase. Ce 1er septembre, c'est la rentrée scolaire, mais aussi la journée de la connaissance. C'est-à-dire qu'en Russie, le jour de la rentrée est très spécial. La famille accompagne les enfants et ils donnent des fleurs aux professeurs, il y a des discours, etc. 9h30 du matin, une trentaine de séparatistes tchétchènes entrent dans l'école numéro 1 de la ville, car oui, entre 99 et 2009, il y a eu la seconde guerre de Tchétchénie, donc il y a de nombreuses attaques un peu partout en Russie. Les séparatistes prennent en otage 1300 personnes, en profitant de la venue des parents pour cette rentrée, et débutent ici les 3 jours de la prise d'otages de Beslan. Les otages sont placés dans le gymnase, privés d'eau, de nourriture, de soins, et au milieu des corps sans vie de leurs camarades. Certains ont dû, lors de ces 3 jours, se contraindre à boire leur propre urine par exemple. Deuxième jour, des négociateurs arrivent sur le terrain, mais ne trouvent pas d'accord avec les séparatistes, et au troisième jour, en début d'après-midi, grosse explosion, ce qui signera le début de la bataille entre les soldats du FSB et les Tchétchènes. Des kamikazes se font exploser, le gymnase s'écroule, les otages fuient à travers les brèches, et à 23h, fin de l'assaut. Au total, 331 civils, dont 186 enfants, sont tués lors de cette prise d'otage à Beslan. Mais cette prise d'otage a fait beaucoup parler. Tout d'abord, je vous ai dit qu'au troisième jour, il y a eu une explosion qui déclencha les combats. Mais on ne sait aujourd'hui toujours pas ce qui s'est passé. On parle de kamikaze, d'un accident, ou bien d'une attaque des forces spéciales russes, alors qu'on rappelle que tout le monde était entassé dans le gymnase. De nombreux rapports, dont celui de la Cour européenne des droits de l'homme en 2017, pointent les forces spéciales qui n'ont pas cherché à sauver le plus d'otages possible, mais à tout plier le plus rapidement possible pour en finir. Poutine a décrété 2 jours de deuil national et a aussi été vivement critiqué. Aujourd'hui, vous pouvez toujours vous rendre à l'école de Beslan, il y a un mémorial dans les ruines du gymnase, et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille la vidéo de Dave Legenda, qui s'est rendu sur place et on ressent bien l'ambiance très particulière que possède ce lieu si tragique. Peut-être que certains parmi vous ont envie de se rendre en Russie. Bon, pas forcément à Beslan et quand tout sera calmé en Ukraine. Mais en tant que touriste en Russie, connaissez-vous l'enregistrement? En fait, quand tu restes plus de 7 jours ouvrés en Russie, tu dois t'enregistrer dans ton hôtel ou ton gîte pour que les autorités s'avouent tuer. Ça rend les voyages un poil plus contraignants. Cependant, si jamais tu ne le fais pas ou mal, la seule personne qui est responsable, c'est ton hôte et pas toi. Mais saviez-vous que ce genre de système existait pour les citoyens soviétiques lors de l'URSS? On appelait ça la propiska. Et en gros, c'était un papier dont tu avais besoin pour te déplacer, expliquant la raison de ton déplacement, tourisme, déménagement par exemple, et indiquant ton lieu de résidence. Ce papier était fourni par la police et était donc obligatoire. Cependant, dans les grandes villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg, ce papier était aussi utilisé pour éviter l'afflux de migrants venant du reste de la Russie. L'URSS était très pauvre, donc dans les régions rurales, certains tentaient leur chance à la ville. Mais il y avait un monde fou et de nombreux vagabonds dans les rues. Donc les municipalités ont mis en place ce permis obligatoire de résidence, qui était obligatoire pour se marier en ville, pour passer son permis de conduire, ou pour voyager à l'étranger. Bon, je vous rassure, la propiska a été abolie en 93, mais il reste obligatoire de s'enregistrer à la police locale, surtout à Moscou. En fait, à la place est apparu le passeport citoyen russe, qui n'est pas pareil que le passeport russe classique, et en fait, il faut aller le faire tamponner auprès de l'administration locale pour enregistrer où tu habites, même si ton logement est que temporaire pour une durée d'au moins 90 jours. Forcément, ce flicage est considéré comme une entrave à la liberté de mouvement des Russes selon Human Rights Watch, en espérant que ça ne vous refroidira pas si vous voulez vous rendre ou même vivre en Russie. Bon, maintenant que tout le monde est triste et que plus personne ne veut plus jamais voyager en Russie dans sa vie, on va parler de quelque chose d'un peu plus léger. Comme vous le savez, la Russie possède son propre championnat de football, la Russian Premier League. En France, par exemple, la Ligue 1 possède 20 équipes disposées partout en France et la plus longue distance entre deux équipes, c'est entre Brest et Strasbourg avec plus de 900 km. 900 km, ça fait beaucoup pour supporter son équipe. Alors imaginez dans un pays qui fait 25 fois la superficie de la France. Les 2 premières divisions du championnat russe comprennent toute la Russie. Ensuite, les divisions inférieures sont séparées en zones géographiques. Alors imaginez quand en 2e division russe, on a retrouvé pendant de nombreuses années l'équipe du Lutch Vladivostok. Oui, Vladivostok, vous avez bien entendu, cette ville aux confins de la Russie
entre Chine, Corée du Nord et au bord de la mer du Japon. Le Lutch a même joué en première division de 2006 à 2008. Pour fêter ce déplacement de fou furieux, 3 supporters du Zénith Saint-Pétersbourg, donc juste à 6550 km de là à vol d'oiseau, ont décidé d'y aller en voiture. Ils ont roulé pendant 15 000 bornes sur des routes éclatées, leur voiture est morte en arrivant à Vladivostok, ils ont vu le match et ils sont rentrés avec le transsibérien. Pour les remercier d'ailleurs, le Zénith Saint-Pétersbourg leur a même offert une nouvelle voiture. Bon, cette histoire elle est mignonne, mais ça décrit bien un gros souci du football russe. Faut-il séparer le pays en 2 championnats, un plus européen et l'autre asiatique? Parce que pour les joueurs, faire 10 heures d'avion pour jouer avec un jet lag de 7 heures dans les jambes, c'est pas ouf, et les finances des clubs sibériens qui doivent voyager en permanence ne sont pas tenables. Le gardien russe Igor Akinfeev du CSK Moscou a dit, en parlant du Lutch, il devrait jouer dans le championnat japonais, après une défaite 4-0 à Vladivostok. En tout cas, ce regroupement du pays entier en un championnat a permis de connaître le plus grand pèlerinage footballistique de l'histoire. Quand, en novembre 2018, le Lutch Vladivostok a joué un match de 2e division au Baltika, Kaliningrad. On en a parlé dans la dernière vidéo. Littéralement, à l'autre bout du monde, à 7350 km de chez eux à vol d'oiseau. Et figurez-vous que 6 supporters du Lutch Vladivostok ont fait le déplacement en Europe pour voir leur équipe l'emporter 2-0. Bon, ils viennent pas forcément de Vladivostok, mais c'est trop bien de voir ce genre d'image. Bon, aujourd'hui, le Lutch est devenu un club amateur à cause de la pandémie de Covid, mais d'autres clubs de ce bout du monde existent en professionnel en Russie, dont le SKA Khabarovsk, à la frontière avec la Chine, un poil plus proche que Vladivostok. Je vous laisse en description un article de Footballski qui sont allés voir Lutch Vladivostok, Torpedo Moscou, et c'est comme toujours très intéressant de découvrir ce football européen, mais de l'autre bout du monde. On va rester un peu dans le domaine du foot pour ce 4e fait. Comme vous le savez peut-être, la Russie est séparée en 85 sujets. Parmi ces 85 sujets, on retrouve 4 districts autonomes. La Nenetsi, la Yamali, la Khantis-Mansis-Yugra et enfin la Tchoukokta. Et c'est cette dernière qui nous intéresse, dont on avait déjà parlé il y a longtemps dans un méconnu sur la mer des Tchouktches. Cette région se trouve à l'extrême orient de la Russie, tout au nord-est du pays, au niveau du détroit de Bering, et est plus grande que la France, mais peuplée par uniquement 50 000 personnes. Au vu des conditions climatiques du coin, ça peut se comprendre. Mais c'est quoi le rapport avec le football? Figurez-vous que de 2000 à 2008, le gouverneur de la région n'était d'autre que Roman Abramovich. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Roman Abramovich, c'est l'actuel propriétaire du club de Chelsea, en Angleterre. Enfin, c'est plus trop le cas maintenant parce qu'avec la guerre en Ukraine, il veut vendre le club et il est plus trop le bienvenu à Londres. Mais comment en est-il arrivé là? Abramovich est un oligarque sous Eltsine et c'est un des seuls qui survit au passage sous Poutine, vu qu'il fait partie de son cercle proche. Abramovich est élu en tant que gouverneur en 2000, ce qui lui permet par exemple d'obtenir une immunité parlementaire et d'échapper au fisc. À l'époque, il était l'homme le plus riche de Russie. Il arrive en Tchoukokta et en vrai, il se donne à fond pour cette région isolée et très pauvre. Il rénove les infrastructures de sa poche. Quand il y a une perte de nombreux élevages de rennes, il en fait importer en avion d'une autre région russe. Il fonde des organisations humanitaires pour aider les habitants. Enfin bref, il dépensera en 8 ans plus d'1 milliard de dollars pour cette région. Le PIB du district autonome a été doublé et le revenu des habitants triplé. Abramovich quittera ses fonctions en 2008 après la promulgation d'une loi interdisant les élus de détenir des comptes en banque à l'étranger. On estime aujourd'hui que la fortune de Roman Abramovich s'élèverait à 8 milliards de dollars, de quoi s'acheter quelques villas dans le sud de la France. Dernier fait dans lequel on va continuer de parler des régions russes. Vous voyez, tout se suit parfaitement, on dirait presque que la vidéo est travaillée. On l'a vu juste avant, la Russie est séparée en 85 sujets, dont 46 oblasts, 22 républiques, 9 kraïs, 3 villes fédérales, 4 districts autonomes et 1 oblast autonome. Cet oblast autonome est très particulier. Situé à la frontière avec la Chine, sur la route vers Vladivostok, on retrouve l'oblast autonome juif. Cette région a été fondée par Staline pour accueillir les juifs de Russie. Annonçons ça comme la future Palestine sibérienne. L'oblast est d'ailleurs l'un des 2 seuls territoires juifs officiels sur la planète, avec Israël. Aujourd'hui, l'oblast autonome juif est peuplé par 160 000 personnes, sa capitale est Birobidjan, et la population juive représente moins d'1% de la population totale de l'oblast autonome, alors qu'il représentait un quart de la population dans les années 40. En fait, il y a eu un afflux de juifs à la création de l'oblast et après la Seconde Guerre mondiale, mais avec l'apparition d'Israël en 48, bon nombre d'entre eux ont réalisé leur alia, c'est-à-dire aller s'installer en Israël. De nos jours, et malgré le peu de juifs installés ici, l'oblast autonome existe encore pour des raisons culturelles. Il y a toujours des synagogues, des panneaux en cyrillique et en yiddish, un journal régional intégralement en yiddish et de très nombreux monuments juifs, traces d'une région très spéciale en pleine Sibérie. Si vous voulez voir à quoi ressemble Birobidjan, Dave Legenda, dont j'ai parlé précédemment, y est aussi allé, c'est vraiment un crack ce mec, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo vous présentant 5 anecdotes sur la Russie. J'espère avoir pu vous transmettre un petit peu ma passion pour ce pays qu'on ne connaît pas si bien que ça finalement. Si jamais c'était le cas, vous pouvez aimer la vidéo, la commenter et la partager à vos amis. Vous pouvez également venir me suivre sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. À la prochaine dans la Géozone, ciao!